Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Je suis ravie de vous retrouver après près de 2 semaines d'absence. Alors au programme de votre émission, le Call Actu, vous ne l'avez pas oublié. Et pour commencer, la tentative de lancement avorté de la start-up espagnole PLD qui reporte le premier vol de son lanceur test Miura One. Le directeur commercial de la start-up est en ligne avec nous, vous l'entendrez dans quelques instants. On parlera aussi d'Airbus et de son nouveau satellite, de Thales qui prend la tête du projet d'alimentation en énergie Scops et de la Chine qui a envoyé son premier civil dans l'espace. Et puis dans votre Space Talk, on explorera ensemble le sujet du nucléaire au service du secteur spatial. Déjà utilisé à moindre mesure, cette énergie pourrait bien révolutionner l'accès à l'espace. En tout cas, plusieurs voix s'élèvent en ce sens aujourd'hui, alors même que l'Europe a besoin impérativement de se doter d'un accès autonome à l'espace. On fera le tour du sujet avec nos invités. Voilà pour le programme du jour. On démarre tout de suite avec le Call Actu, direction l'Espagne. Le premier mini-lanceur européen se fait attendre. Des conditions météo défavorables ont contraint mercredi la start-up espagnole PLD Space a annulé le vol inaugural de sa petite fusée Miura One. Ce lancement était la première étape dans le développement d'un lanceur, un mini-lanceur spatial. Alors très attendu, ce vol aurait été le tout premier lancement d'un mini-lanceur dans un contexte européen ultra compétitif, vous le savez. Pour en parler, nous avons en ligne Pablo Gallego, directeur commercial de PLD Space. Bonjour Pablo, bienvenue dans l'émission Smart Space. C'était la dernière fenêtre de tir du mois de mai et vous n'avez pas pu aller au bout du lancement. Racontez-nous. Oui, bonjour. Depuis l'Espagne, on n'a pu pas lancer à cause des conditions météo, comme vous bien disiez. Les conditions météo n'étaient pas bonnes les mêmes jours. Et on a essayé. On a fait tout le nécessaire pour avoir l'opportunité au dernier moment des changements de la météo. Mais les conditions au niveau des vitesses en hauteur étaient très, très fortes. Normalement, on peut lancer à 20 km à l'heure et on avait des rafales à 30 mètres par seconde. Avec cette condition, on a dû avorter le lancement, mais on a fait toutes les opérations jusqu'à être très au lancement. Alors, on est content dès qu'on a réussi à arriver au bout. Au bout, ça veut dire pour nous, on est très près au lancement, mais on n'est pas content surtout parce qu'on n'a pas réussi à lancer, mais on est prêt. Ça, c'est la partie positive. Quelle est la prochaine fenêtre de tir pour ce lanceur ? La prochaine fenêtre de tir, ça va être annoncé dans les jours qui viennent. On espère que ça sera dans une semaine au moins, mais on ne peut pas l'annoncer. Il faut attendre à les conditions météo surtout, et surtout à l'approbation du centre de lancement qui se trouve en Espagne, qui s'appelle INTA, et c'est l'autorité à la fin. Alors, si c'est si difficile d'avoir les bonnes conditions météo, c'est aussi dû aux dimensions du lanceur, en fait, qui est très sensible à ce qui va se passer et qui a un niveau de tolérance assez bas. C'est un peu des conditions un peu extrêmes. C'est pas normal. On appelle la DANA. C'est un phénomène qui est arrivé dans les 2 semaines qu'on était en train d'essayer de faire des lancements. Mais on croit que ça va changer. On voit que les conditions changent déjà depuis aujourd'hui. Mais c'est pas des conditions normales dans la zone. On est à 20 km/h pour un lancement. C'est pas des conditions extrêmes. Et normalement, c'est l'habitude sur place. C'est très moindre que ça. Alors Miura One, pour que le public comprenne bien, ce n'est pas le lanceur final. Finalement, c'est un démonstrateur. C'est pour ça que c'était aussi si important de le lancer. Pour arriver à votre produit final qui sera Miura 5. Racontez-nous. Oui, c'est ça. Miura, c'est un démonstrateur. C'est un démonstrateur, mais qui utilise presque toutes les technologies et les matériels qui vont être utilisés pour les Miura 5, qui est celle qui va être pour nous qui va nous donner un peu les marquettes
Et c'est où on se trouve les clients. Miura 5, c'est un lanceur qui fait une puissance de 150 kilos pour un orbite typique FSO. Et qu'est-ce qu'on fait? En ce moment, on déroule des tests avec 7 petits lanceurs qu'on appelle Miura 1. Et en parallèle, on développe Miura 5 qui est en phase de construction et qui sera prêt en 2025. Alors, on peut dire un mot avant de conclure. Ce lanceur, vous le développez avec l'accompagnement de l'Espace et de l'Agence spatiale espagnole. Oui, on a un très fort support, c'est clair, de l'Espagne et en particulier de l'Agence spatiale espagnole qui vient d'être créée. On a eu 7 supports depuis presque les débuts, en petite vitesse, comme on dit en Espagne. On n'avait pas beaucoup de sous, on a dû démontrer beaucoup en privé, mais c'est vrai que ça nous aide beaucoup d'avoir ce support et surtout, ça se voit qu'il y a un intérêt, il y a un marché et je crois que ça va être très complémentaire pour toute l'Europe, ce type de lanceur. Ce sera très symbolique pour vous d'être les premiers à lancer un mini-lanceur dans la zone de l'Union européenne. Oui, on est super fiers, surtout l'équipe, on est 140 personnes. C'est pour nous les plus importants investisseurs pour la boîte et tous les clients qu'on aura et qu'on a, et surtout ceux qui ont investi comme tous les membres qu'on a. Merci Pablo Gallego, directeur commercial de PLD Space. On suivra donc avec attention votre actualité dans les prochains jours pour voir peut-être décoller Miura 5. Alors on enchaîne avec une autre actualité, une première pour la Chine. Un civil chinois s'est envolé cette semaine parmi les 3 nouveaux astronautes envoyés dans l'espace, direction la station spatiale chinoise, le Palais Céleste, pour un séjour de 6 mois. Il s'agit de Guy Aichao, professeur spécialiste des sciences et de l'ingénierie spatiale. Il sera chargé des expériences à bord de la station. Il n'est pas issu des forces armées, comme c'était pourtant systématiquement le cas jusqu'à aujourd'hui. Alors parmi l'équipage, un seul vétéran, le commandant de mission Ding Haipeng. Donc c'est son 4e vol spatial. Avec lui, un autre novice, si je puis dire, l'ingénieur Zhu Yangzhou, qui réalise son tout premier vol dans l'espace. Cet équipage, il a d'ores et déjà rejoint l'équipage précédent, celui de la mission Changzhou 15, qui redescendra sur Terre d'ici quelques jours. À l'occasion de ce lancement réussi, Pékin en a profité pour réaffirmer lundi vouloir envoyer un Chinois sur la Lune d'ici à 2030. Airbus annonce le lancement réussi de son satellite de télécommunication Badr 8 depuis Cap Canaveral en Floride. Badr 8 est équipé du démonstrateur Téléo d'Airbus qui fournit des télécommunications optiques espace sol à des vitesses de l'ordre du gigabit par seconde. C'est très pointu, effectivement. Construit par Arabsat, le satellite utilisera son système de propulsion électrique pour atteindre l'orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre. Il est conçu pour fonctionner en orbite pendant 15 ans et il fournira de la connectivité à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie centrale. Dernière actualité du jour, celle de Thales Alenia Space qui annonce diriger depuis l'Espagne le consortium du projet SCOPS, un projet européen en contrôleur évolutif pour sources d'alimentation. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de recherche et innovation Horizon Europe de la Commission européenne, dont l'un des piliers est l'autonomie européenne dans l'espace. En matière d'alimentation, le secteur spatial, là encore, est dépendant des États-Unis où sont produits la plupart des ASIC, c'est-à-dire des circuits intégrés à signaux mixtes spécifiques à une application. Alors l'objectif de SCOPS, c'est de fournir à la communauté spatiale européenne un système de contrôle évolutif pour les sources d'alimentation en énergie made in Europe. Voilà pour l'actualité du jour. On enchaîne tout de suite avec notre Space Talk sur Bismart. Le nucléaire au service du spatial, de la propulsion à la production d'énergie. Le nucléaire
pourrait jouer un rôle majeur dans le développement de l'exploration spatiale, depuis le pas de tir jusque sur la Lune ou Mars, alors même que l'exploration spatiale humaine revient sur le devant de la scène. Oui, mais le nucléaire, dans le spatial ou ailleurs, ça reste un sujet de débat. On va en faire le tour avec nos invités. Pour en parler en plateau avec moi, Xavier Averti, chef de programme à la direction des énergies au CEA. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Avec nous, nous avons aussi à distance Pierre Henriquet, docteur en physique nucléaire et médiateur scientifique. Bonjour Pierre, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Alors depuis quelques mois, on peut lire beaucoup d'articles sur ce sujet, le nucléaire dans le secteur spatial, comme énergie spatiale. Vous avez tous les deux contribué à cette presse écrite, à ces articles qu'on a pu lire. Pourquoi le sujet est revenu sur la table aujourd'hui précisément ? Eh bien, aujourd'hui, c'est principalement les enjeux autour de l'exploration de l'espace et de l'espace profond qui dynamisent le sujet et l'importance du nucléaire. Actuellement, il y a déjà recours à des énergies avec les panneaux photovoltaïques, avec des batteries, des piles à combustible, mais ça permet de répondre à des besoins, on va dire, de court terme et de proche précision. Dès lors qu'on va s'éloigner de la Terre, eh bien, on va s'éloigner aussi du Soleil, et derrière, il y a besoin d'avoir une énergie qui soit durable et massive, pour faire face aux obstacles de la vie, qui sont, par exemple, sur la Lune, une température qui va osciller de moins 150 à plus 150 degrés, une nuit lunaire qui va être de 14 jours. Et bien, comment est-ce qu'on fait pour faire face à ce genre d'ambiance si demain on s'implante sur la Lune avec une base vie, par exemple ? Effectivement, c'est toutes ces contraintes qui remettent peut-être le nucléaire dans les petits papiers, si j'ose dire, du secteur spatial, parce que le sujet de l'énergie, comme le sujet de l'ergol, par exemple, c'est le sujet majeur, le plus gros challenge, Pierre. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce sujet, c'est un sujet qui est très ancien. Les premiers satellites qui étaient équipés de technologies basées sur le plutonium, ça date des années 60. Mais très récemment, c'est les nouveaux développements liés au programme Artemis, du retour des humains sur la Lune, qui vont eux aussi nécessiter de résoudre justement, comme on le disait, des problèmes de fourniture d'énergie, des problèmes que le solaire ne suffira pas à combler. Et d'où d'intenses recherches actuellement sur justement de nouveaux types de petits réacteurs nucléaires capables de fonctionner dans le vide spatial et d'alimenter, par exemple, de futures bases lunaires. Donc en fait, concrètement, on commence à percevoir quelques cas d'usage, vous les citez, sur la Lune, si on colonise la Lune, pour aller jusque Mars, et évidemment, ça fait partie des projets Artemis, vous l'avez dit Pierre. Est-ce que déjà, sur Terre, il est question de propulser une fusée avec l'énergie nucléaire ? Alors, allez-y, je vous en prie, vous pouvez commencer, vous allez répondre tous les deux, de toute façon, sur ce sujet. Dans l'intention, en tout cas, c'est pas de partir depuis la Terre avec un fonctionnement du réacteur nucléaire. C'est bien une fois que on est sorti de l'orbite terrestre, à milliers de kilomètres de la Terre, qu'on ferait démarrer ce réacteur nucléaire. Pour des raisons de sécurité et de sûreté, c'est comme ça que c'est envisagé. Voilà ce que je peux dire. Pierre, on est raccord là-dessus ? Oui, effectivement, le nucléaire spatial se sépare en deux grandes parties. La première partie, c'est fournir de l'énergie. Donc, on a une technologie qu'on utilise maintenant régulièrement pour alimenter en énergie les sondes d'exploration spatiale, les rovers qu'on envoie sur Mars, ce qu'on appelle les RTG. C'est des tubes métalliques dans lesquels on a placé des petits palets de plutonium. Et en fait, c'est la radioactivité de ces petits blocs qui va créer de la chaleur qu'on va convertir en électricité. Donc ça, on s'en sert pour alimenter justement nos rovers. Ça, on le fait depuis 50 ans, c'est pas nouveau. L'autre application qui n'est pour l'instant qu'à l'état de recherche, c'est ce qu'on appelle le moteur nucléaire. Donc là, il ne s'agit plus d'alimenter, mais de propulser de nouveaux types de vaisseaux spatiaux. C'est un type de moteur fusée qui ne brûle pas les carburants classiques qu'on utilise aujourd'hui dans le spatial, mais qui utilise une mini-centrale nucléaire dans le vaisseau pour chauffer les gaz, les éjecter à très grande vitesse et propulser ces futurs vaisseaux spatiaux. En théorie, ce genre de moteur est beaucoup plus efficace que nos propulseurs actuels. Ça pourrait même réduire sensiblement le temps de voyage, par exemple, entre la Terre et Mars. Mais ça, par contre, c'est uniquement de la recherche et ça ne fonctionnerait que dans l'espace. Ça n'a pas la puissance pour faire décoller depuis la Terre. Mais ça veut dire que ces réacteurs nucléaires, ces mini-moteurs nucléaires, ils remplissent tous les critères d'un environnement qui est extrêmement hostile, l'espace, c'est-à-dire que ça doit être durable, ça doit être sûr, puisqu'on parle ici d'envoyer des astronautes et de voyages spatiaux habités, évidemment. Jusque-là, c'était pour des rovers, donc on n'avait pas de cette problématique, ni de radiation aussi. Donc ça soulève beaucoup de questions, et aujourd'hui, le moyen le plus sûr, ce serait le nucléaire.
En tout cas, par rapport aux applications qui sont envisagées, la réponse c'est que c'est oui. On sait faire des études de sûreté et dimensionner aussi quand même les objets que seront les réacteurs de demain. Pour compléter la réponse de Pierre, c'est qu'il y a l'aspect à la fois propulsion, mais également l'aspect production d'énergie sur une base vie. Donc c'est à nouveau quelque chose qui peut, si on implante demain une base sur la Lune, eh bien on aura besoin d'un réacteur à nouveau qui lui aura vraiment la vocation non pas de se propulser, mais juste d'alimenter la base vie au côté équipage. Quel est le critère principal ? Parce que, alors j'ai fait mes petites recherches et puis j'ai trouvé sur le site gouvernemental sfen.org que l'efficacité énergétique, possiblement d'une station nucléaire dans l'espace, elle serait quand même énormément réduite pour plein de raisons. On vous épargne peut-être quelques détails. Difficile d'accès, mais elle serait réduite entre 3 et 15% contre 30% sur Terre. Est-ce que ça veut dire que, finalement, le critère qui nous intéresse ici, ce n'est pas l'efficacité énergétique ? En fait, cette diminution de l'efficacité énergétique, elle est liée à l'ensemble des contraintes qui s'imposent à l'environnement du réacteur. Et du coup, il faut accepter des compromis. Donc, on va maximiser la sûreté et la sécurité, à la fois dans les aspects lancement, mais également dans l'aspect implantation. Ce qui va engendrer un certain nombre de contraintes. Dans l'espace, eh bien, vous avez, déjà pour partir, il faut avoir un volume disponible, il faut avoir une masse qu'on va chercher à alléger. Tout ça va engendrer des contraintes sur le dimensionnement du réacteur, et ce qui fait qu'à un moment donné, il faut concéder que l'aspect performance du réacteur soit moindre. Et vous avez également dans l'espace la difficulté du refroidissement dont a besoin le réacteur qui va produire de la chaleur. Il faut pouvoir refroidir le réacteur. Et bien ça, dans l'espace, dans la mesure où il n'y a pas de conduction ni de convection, et bien il va falloir avoir recours à de la radiation pour dissiper la chaleur. Et ça, tout ça va faire qu'à un certain moment, les performances peuvent s'en trouver affectées. Donc, on accepte à un moment donné de diminuer la partie performance. Pierre, vous voulez réagir ? Oui, c'est vrai qu'actuellement, dans l'espace, quand on veut fournir de l'énergie à un satellite, par exemple, ou à d'autres systèmes, on utilise énormément l'énergie solaire. En fait, c'est pas très différent de sur Terre. Il y a différents moyens de produire de l'énergie. Et puis, en fait, il s'agit pas forcément d'aller à 100% vers l'un ou à 100% vers l'autre, mais adapter en fonction des situations. Et effectivement, à l'espace, il y a plein de situations où les panneaux solaires ne peuvent pas fonctionner, que ça soit sur la Lune, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, où la nuit peut durer 2 semaines terrestres et il faut bien les faire fonctionner, sur Mars, où les tempêtes de poussière recouvrent les panneaux solaires, ou alors lorsqu'on explore le système solaire plus loin et qu'il n'y a plus assez de lumière. Dans toutes ces situations, effectivement, même si l'efficacité est moins importante que les systèmes qu'on a sur Terre, eh bien, ces systèmes nucléaires sont pratiquement les seuls moyens d'avoir de l'électricité en continu, de manière stable, pendant des temps assez longs, de l'ordre de plusieurs dizaines d'années. Est-ce que ce constat, les agences spatiales du monde entier le partagent ? Oui, c'est le constat. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des projets qui ont redémarré maintenant il y a 2-3 ans, typiquement côté américain. Il y a eu un appel à projet lancé par la NASA avec la DARPA. Ils mettent 500 millions de dollars sur la table, qui se restimule aussi la partie innovation. À nouveau, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, il y a eu des travaux de fait dans ces domaines-là dans les années 60, mais ça s'est gentiment arrêté. Donc là, et de l'autre côté du globe, on voit que la Russie, on voit que la Chine se mobilisent également sur ces sujets-là. Donc en ce moment, l'Europe, qui a aussi travaillé sur ces objets-là dans les années 80-90, mais à nouveau à l'étude papier, eh bien, est en train de chercher à redynamiser à nouveau le sujet. Si je comprends bien, l'Europe est encore un peu en retard sur ce sujet-là aussi. Pierre ? Je dirais pas forcément qu'elle est en retard. Il y a aussi une différence entre les travaux qui sont faits dans les laboratoires de recherche, dont on ne parle pas forcément énormément, et puis la communication qui peut être faite. Et effectivement, il est certain que les agences de chaque côté de l'Atlantique n'ont pas la même capacité de communication. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut reconnaître. Des recherches, effectivement, ont été faites il y a quelques décennies, et effectivement, se sont relativement arrêtées. Alors, au niveau de la propulsion
propulsion nucléaire, comme le disait Xavier, les choses repartent, mais au niveau aussi de la production d'énergie, rien que de ce côté-ci de l'Atlantique, l'Agence spatiale du Royaume-Uni a par exemple confié à Rolls-Royce récemment la tâche de mettre au point un de ces mini-réacteurs nucléaires lunaires. En France, le président Macron, il y a quelques années, mettait en avant dans son plan d'investissement France 2030 la recherche sur justement des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants, qu'on appelle des SMR. Donc effectivement, avec le retour de l'humanité sur la Lune, il y a de nouvelles opportunités et donc de nouvelles recherches qui sont en train de se remettre en place, se basant sur le passé, mais avec les nouvelles technologies qu'on a pu développer depuis. C'est vrai qu'en fait, ce qui est intéressant avec le modèle européen, à la différence peut-être des États-Unis, pas forcément de la Chine, c'est qu'on a ces compétences puisqu'on a développé la branche nucléaire de façon assez pointue. On fait partie des références, en France notamment. Vous le savez très bien au CEA. L'enjeu, donc, c'est de créer cette synergie entre le secteur spatial et le nucléaire. Exactement. Et en fait, ce sont deux filières qui, en ce moment, ont vraiment relancé et redynamisé leur environnement sur l'innovation. Comme le disait Pierre, il y a un appel à projet qui est en cours là, sur les petits réacteurs, les SMR, pour l'aspect terrestre, mais en même temps, ça peut stimuler complètement le domaine du spatial. Et en même temps, on sait que l'aspect New Space dynamise en ce moment la filière du spatial. Donc, il y a un point de convergence en ce moment qui a l'air de pouvoir se créer, puisque les deux filières sont dans vraiment une dynamique d'innover. Et quelque part, le projet en question de retourner sur la Lune, puis aller plus loin dans l'espace, est quand même particulièrement stimulant, attractif pour les nouvelles compétences et les jeunes aujourd'hui. Et donc, on sent un champ de potentiel pour vraiment accélérer sur ces sujets-là. Comment le CA s'empare du sujet ? Aujourd'hui, on est impliqué sur les deux natures de projets qui sont les générateurs à radioisotopes dont a parlé tout à l'heure Pierre. Donc on est en train de regarder comment produire ce type de générateur avec un industriel qui s'appelle Orano pour une application dans un premier temps qui est terrestre, c'est-à-dire en appui pour Cigéo pour alimenter des appareils qui pourront fonctionner pendant 100 ans. Dans du stockage profond. Donc, à nouveau, des contraintes qui sont particulièrement grandes. Mais l'intérêt de ces générateurs, c'est vraiment la durée, comme on l'a dit tout à l'heure, et dans l'espace. Et on est impliqué également sur un projet européen, Horizon Europe, avec les Belges, pour concevoir ce type de générateur à base d'un radioélément qui a été cité également par Pierre, qui est le plutonium. Horizon Europe, qui est un projet relancé par la Commission européenne. Exactement. Et à côté de ça, on est impliqué sur des projets de réacteurs, à la fois sur l'aspect propulsion, et également l'aspect production sur une base vie. Donc vous êtes convaincus tous les deux que ce type d'énergie pourrait participer à donner précisément à l'Europe sa souveraineté en matière de valabilité et d'exploration humaine plutôt. Pierre ? C'est quelque chose, en tout cas, qu'on ne peut pas mettre sous le tapis. Si on veut avoir une vraie autonomie dans le domaine spatial, mais aussi dans le domaine industriel, toutes ces technologies de production et d'utilisation des énergies doivent être des technologies qui doivent être étudiées et éventuellement utilisées dans la mesure où on a l'assurance qu'on peut les maîtriser de manière sûre. Donc ça, c'est le travail des laboratoires de recherche, le travail des industriels. Ça prend du temps, effectivement, mais à mon sens, il s'agit plus de trouver justement un équilibre entre toutes les sources d'énergie disponibles, plutôt que de, comme je disais tout à l'heure, de partir à 100% sur l'une et pas du tout dans l'autre. C'est quelque chose qui, en tout cas, serait très très loin d'être optimal. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Oui, tout à fait. L'idée est vraiment d'un mix énergétique. On en parle sur la Terre, c'est exactement la même chose dans l'espace. Mais est-ce que ça ne réduit pas l'efficacité ? Est-ce que ça n'augmente pas le coût ? Alors, il y aura ces questions de coût et puis efficacité. On l'a dit, à certains moments, il faut accepter que la performance soit un peu moins au rendez-vous. Par contre, si c'est la seule solution pour aller là où on veut, il faut accepter, à la fois à un certain moment de payer certains prix pour ces développements-là et en même temps de réduire un peu la performance. Mais je partage complètement l'avis de Pierre sur l'aspect dynamisme et puis présence des équipes à l'échelle européenne. On a des labos de recherche européens
qui travaillent beaucoup sur le nucléaire terrestre, mais qui sont pleins, et sont prêts à démarrer plein pot, entre guillemets, sur tout ce qui est du domaine du spatial également. Et on a la même écosystème dans le domaine du spatial. Donc, il faut que ces deux communautés se rapprochent et participent à des projets ambitieux ensemble. Le challenge, ce sera la miniaturisation. Miniaturisation et puis à nouveau, un gain de poids. Ça fait partie des gros enjeux effectivement, puisqu'il faut faire partir ces objets-là depuis la Terre. Est-ce qu'il faut qu'on fasse ça à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale, Pierre ? Ça, c'est une des questions de stratégie. Donc, effectivement, c'est difficile de pouvoir, là, aujourd'hui, dire l'un ou l'autre. De plus en plus, que ce soit dans le domaine de la recherche ou dans le domaine industriel, les travaux se font justement de manière internationale, en collaboration. Les travaux sont de plus en plus importants, de plus en plus chers aussi, de plus en plus coûteux. Donc, ça nécessite aussi de plus en plus complexe. Ça nécessite énormément d'équipes, énormément de savoir-faire. Donc, sur des projets qui sont de grande ampleur, il est de plus en plus dans la norme d'avoir des travaux de collaboration entre différents laboratoires, mais aussi différents pays, voire différents continents, différentes agences. Donc c'est compliqué de faire tout ça tout seul de son côté. Évidemment. Dernière question. Voilà, c'est pas le sujet même de la relance de l'exploration spatiale a du mal à convaincre l'opinion publique aujourd'hui. On se pose la question du coût, on se pose la question des conséquences écologiques, des questions légitimes évidemment sur le secteur spatial. Est-ce que un choix comme l'énergie nucléaire ne risque pas de coûter à l'image en fait de cette exploration ? Est-ce qu'il faut encore redorer l'image du nucléaire avant que cette synergie soit opérante ? En tout cas, il faut accompagner cette orientation-là et vraiment communiquer pour qu'il y ait vraiment une acceptation aussi de chacun. Il y a eu des envois de ce type d'objets par d'autres pays dans l'espace, il y a eu des accidents. On en a tiré des enseignements. Maintenant, on va concevoir différemment certains... par exemple, les générateurs à radioisotopes sont conçus différemment depuis des accidents des années 60, côté américain. Tout ça, il faut communiquer, expliquer. Et à nouveau, à certains moments, ça fait partie des compromis qu'il faut peut-être accepter pour avancer. Pierre, un mot là-dessus ? Il est évident que l'aspect de communication est un aspect qui est très très important. Alors communication à la fois du milieu scientifique, industriel, institutionnel, mais aussi au niveau des médias, et vous en faites le relais aujourd'hui, au niveau politique aussi. Et c'est ça qu'on peut aussi avoir parfois comme problème, c'est que l'agenda scientifique et l'agenda politique n'est pas forcément toujours exactement le même. Et on a parfois des communications qui sont un peu extrêmes, à la fois d'un côté et de l'autre. Et il s'agirait de remettre un petit peu de rationalité, d'homogénéité parmi tout ça, histoire de comprendre à la fois quels sont les points forts et les choses à développer, à continuer, à améliorer dans ce système, comme dans tout système industriel. Mais avoir une vision globale des choses, c'est pas facile. Et c'est à ça qu'on s'attelle justement quand on vient parler de tout ça avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre Henriquet, merci Xavier Averty. Pierre, je rappelle que vous êtes docteur en physique nucléaire et médiateur scientifique, et vous Xavier Averty, chef de programme à la direction des énergies au CEA. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.